Un soir, au milieu des années 2000, pendant une panne électrique qui paralysa la plus grande partie de l'Île-de-France, un jeune homme dont je n'ai jamais su le nom se promenait seul à travers la banlieue parisienne. On raconte qu'il visita plusieurs quartiers de Paris. Des passants l'aperçurent non loin de la Défense, puis un peu plus tard sur la butte Montmartre, et enfin, un peu après minuit, près d'une rue menant à la place de la Bastille. Les heures qui suivirent, il fit une longue marche près des bords de Marne, puis s'égara dans les faubourgs de Saint-Maurice et de Joinville-le-Pont. Vers 5 heures du matin, il tomba sur un réverbère miraculeusement allumé. Il y enroula une corde et s'y pendit. Je ne connais pas les autres détails de l'histoire, je ne sais comment il procéda exactement, ni pourquoi il choisit ce mode de suicide plutôt qu'une simple noyade dans la Marne, mais peut-être suffit-il de dire qu'il n'est pas si facile de se noyer volontairement. Je me souviens que ce fait divers me toucha beaucoup. J'étais encore enfant, et l'idée du suicide, naturellement, m'était étrangère. Cette nuit-là, je m'étais senti si heureux que je ne pouvais comprendre qu'un autre eût en souffert. Dans mon esprit, cette panne signifiait la nouveauté, l'inconnu, l'aventure. Mes parents m'avaient emmené visiter la tour Eiffel, et la panne nous avait surpris tout en haut du dernier étage. Le temps que l'unique ascenseur disponible veuille bien nous recueillir, nous avions attendu plus d'une heure en contemplant la capitale baignée dans l'obscurité. Une heure qui, pour moi, avait ressemblé à un rêve. Au fur et à mesure que les gens redescendaient, l'endroit, désormais à peine éclairé, m'avait semblé se peupler de fantômes et de créatures invisibles. Je les guettais, le cœur débordant d'excitation et d'une étrange et délicieuse inquiétude, bien loin de la morne lassitude qui devait accabler mes parents. Je me rappelle que coincés dans les embouteillages, nous sommes rentrés chez nous assez tard dans la nuit, et que le lendemain je suis tombé malade. Mais je ne crois pas garder de souvenir plus voluptueux que celui de ce soir-là. Les années passèrent, lentes et tranquilles. Je connus une vie familiale sans histoire, une scolarité classique, un nombre raisonnable d'amis. J'eus, en résumé, autant de satisfaction et de déception que n'importe quel enfant. Et comme n'importe quel enfant, je grandis sans m'en apercevoir. Je devins un jeune homme frivole qui gaspillait son temps en soirée et en beuveries sans fin. Mes nuits étaient si courtes que ma vie, souvent, s'apparentait à un rêve. De cette période, il me reste le souvenir de fêtes tapageuses et de levées difficiles. Je me rappelle les rangées de bouteilles vides et les migraines au matin. Je me rappelle aussi que les heures, le soir, me paraissaient parfois interminables et que j'en éprouvais une obscure satisfaction. Je suppose que, comme beaucoup, j'avais alors l'illusion de ralentir le cours du temps. Je restai seul durant plusieurs années. Mes rencontres nocturnes, trop brèves et trop nombreuses, ne m'ouvraient pas de relations durables. J'avais des connaissances partout, mais ne comptais aucun ami. Ironique, le destin m'accorda ce que je n'avais pas cherché. Un jour, je rencontrai une femme, et ma vie se transforma. Elle s'appelait Agnès, avait de grands yeux bruns et étudiait la médecine. Je ne la décrirai pas davantage. Son image, aujourd'hui, est encore bien trop présente dans ma mémoire. Nous vécûmes ensemble pendant 9 mois, et pendant ces 9 mois, ma vie devint à peu près normale. Je trouvai du travail et parvins à régler mes horaires. Je traversai alors une période singulière. Je n'avais jamais connu de journée si fatigante, et pourtant je me sentais heureux. Mon existence semblait s'être subitement approfondie. Pour autant, je dois reconnaître que je ne faisais pas grand-chose pour mériter cette amélioration de mon sort, et que notre relation était souvent à sens unique. Agnès n'osait me faire part de ses attentes, et je me gardais bien de chercher à les deviner, heureux de pouvoir lui imposer les miennes jour après jour sans même m'en apercevoir, heureux d'imaginer qu'elle souhaitait très exactement ce que je souhaitais, heureux surtout de retrouver mes éternelles distractions, ces longues veillées adolescentes auxquelles je ne parvenais pas à renoncer, et ces simulacres d'amitié qui demeuraient les seuls que je connaissais. Dans ces conditions, nos rapports se dégradèrent rapidement. Elle m'expliqua que je manquais d'attention envers elle, que mes marques d'affection, trop rares et prévisibles, ressemblaient à des artifices. Je voulus me corriger, mais je ne comprenais rien à ce qu'elle essayait de me dire. À la fin, je sortais de plus en plus souvent, moins par plaisir que pour me perdre dans la foule. Elle m'accompagna les premières fois, et la dernière aussi,
en boîte avec quelques amis. Je me rappelle que nous avons bu et dansé toute la nuit dans l'espoir d'oublier notre lassitude. Quant à ce qui se passa ensuite, je n'en garde aucun souvenir. Je suis revenu 2 fois sur le lieu de l'accident, et il me semble que je pourrais le décrire minutieusement. Il y eut d'abord la reconstitution, destinée tout autant à réveiller ma mémoire qu'à préciser les faits. On m'accablait de questions auxquelles je ne savais que répondre, et j'eus l'impression que la vérité, si abrupte, si intolérable, m'était peu à peu imposée. J'admis avoir bu, beaucoup, et je roulais sûrement trop vite, même si certaines dépositions me paraissent suspectes et probablement très exagérées. Durant le procès, les parents des victimes m'insultèrent avec une constance compréhensible, mais mortifiante, et j'eus tellement à me défendre que je n'eus pas le temps de songer à ma propre douleur. Je sais que leurs reproches étaient indiscutables, mais je pense que je les aurais mieux acceptés s'il m'était resté un souvenir précis qui justifiât leur colère. J'ai vécu ce procès comme une mascarade. Je garde l'impression, étrange et scandaleuse, d'avoir assisté à la condamnation d'un autre. Je suis retourné sur ce carrefour peu avant le verdict. J'espérais qu'au calme, loin des questions des policiers et des certitudes des témoins, je parviendrais à ressusciter ma mémoire. J'ai parcouru les lieux qui ne présentaient rien de remarquable. Il y avait plusieurs arrêts de bus, des banques, des restaurants, une boucherie, une épicerie, une pharmacie et une clinique vétérinaire. Dans l'une des rues adjacentes, j'entendais des enfants crier en chœur, invisibles. Je me souviens aussi d'un grand immeuble blanc, et que des motos étaient stationnées à quelques mètres de l'endroit où Agnès avait été projetée par l'accident. J'ai fait et refait le tour du carrefour, désespéré de n'y déceler aucun repère, aucun signe, fût-il le plus vague et le plus insignifiant. Je ne sais pas combien de temps je me suis obstiné. Ma mémoire est restée assoupie. J'ai regardé le monde et je me suis senti inconsolable. Aujourd'hui, je me rappelle l'histoire de cet homme qui s'était pendu à un réverbère, et le temps passé éclaire ce fait divers d'une lueur nouvelle. L'attitude de la victime paraît des plus étranges. Lorsqu'elle mit fin à ses jours, cela faisait plusieurs heures que la panne électrique se prolongeait, et dans l'obscurité, il lui aurait été difficile de se pendre à un lampadaire éteint. C'est pourquoi je pense que, malgré les apparences, ce jeune homme n'avait pas vraiment décidé de se suicider. Je crois, ou je veux croire, qu'au contraire il se cherchait une nouvelle raison de vivre, si ténue et illusoire fût-elle. Je sais à présent que ce n'est pas toujours facile, et qu'il ne faut pas se montrer trop exigeant. Comme il n'en trouvait pas, il décida de confier son sort au hasard. Il se promena dans la ville avec un rouleau de corde. Il pensa que, s'il ne parvenait pas à en finir cette nuit-là, peut-être était-ce le signe que son tour n'était pas encore venu, et qu'il pouvait donc poursuivre son existence, même s'il ne savait pas pourquoi. Le secteur où il se pendit ne dut pas lui paraître le plus dangereux. Il avait été annoncé que l'électricité n'y serait pas rétablie avant l'après-midi du lendemain, de sorte qu'il avait peu de chance d'y découvrir un seul réverbère allumé. C'est pourtant ce qui se produisit. Je le soupçonne d'avoir éprouvé une tristesse incrédule en apercevant la lumière.
pense à ce jeune homme qui périt il y a près de 20 ans. Je pense aux lumières éteintes qui m'entourent moi aussi, à cette soirée lointaine où je croyais que le bonheur se trouvait dans l'obscurité, dans l'égarement. Maintenant que je me suis perdu dans l'ombre, j'attends les nuits avec angoisse, car j'ai peur d'y croiser des fantômes. Ce n'est pas un vague pressentiment. Je les ai déjà rencontrés. Je les retrouve chaque soir comme de vieux ennemis épargnés par le temps. Alors j'attends le jour, peut-être proche, peut-être immensément lointain, où ils s'évanouiront et me laisseront en paix. J'attends que la lumière revienne.